Là, on a compris pour l'amplificateur comment utiliser, comment polariser le transistor et utiliser. Tu as dit tout à fait au début que le transistor peut être utilisé comme interrupteur aussi. Oui. Comment on fait les calculs et les dimensionnements à ce moment-là? On se rappelle qu'il y avait 3 zones d'opération. Il y avait la zone active, la zone saturée et la zone de bloqué. Donc, lorsqu'on va être dans la zone saturée, le transistor va agir comme un interrupteur fermé. Lorsqu'on est dans la zone bloquée, l'interrupteur va agir comme un interrupteur ouvert. Donc, lorsqu'on dit interrupteur ouvert, c'est-à-dire entre le collecteur et l'émetteur, il n'y a pas de courant. Lorsqu'on dit que l'interrupteur est fermé, c'est-à-dire entre le collecteur et l'émetteur, il y a une très petite tension. C'est ça. Et n'oublions pas que les 2 diodes à ce moment-là doivent être en polarisation directe, lorsqu'on est dans la zone saturée. Donc là, si on regarde par exemple la caractéristique, comme dans cette image-là, la caractéristique de sortie et la droite de charge statique, normalement le point d'opération qu'on devrait fonctionner en saturation, c'est l'intersection de ces droites avec l'axe du courant. Okay, donc ce point-là, c'est finalement le courant de saturation qu'on avait mentionné déjà. En fin de compte, c'est la tension d'alimentation divisée par la résistance DC, RDC. Donc, et cette valeur-là peut être calculée si on connaît la valeur de la résistance RC, qui peut être une charge, et l'alimentation VCC. Maintenant, pour qu'on soit dans cette zone d'opération, il faut que le courant de base soit supérieur à ce courant de saturation divisé par bêta. Okay? Et puis, normalement, bêta peut prendre des valeurs minimales et maximales. Si on connaît la valeur minimale de bêta, il faut utiliser la valeur minimale de bêta. Donc, pour avoir une forte saturation, être sûr qu'on ne va pas être dans un autre monde, on va prendre IB beaucoup plus grande que ICSAT divisé par bêta minimale. Maintenant, si on n'a pas le choix, à la limite, on va aller juste à une égalité. Ok, donc j'aimerais ici apporter par exemple, dans un exemple qu'on a dans cette image, donc on a une résistance RB, on a une résistance RC, donc la seule chose qu'on va faire en calculant le courant de saturation, il faut juste appliquer la loi de Kirchhoff à l'entrée, où on connaît la tension à l'entrée, on peut à partir du courant IB, qui est égal à ICSA divisé par bêta minime, à la limite, on peut calculer la valeur de la résistance RB pour qu'on soit en saturation. Donc c'est une forme de faire le calcul de conception de la résistance RB. Parce que de toute façon, on ne peut pas appliquer directement une tension élevée sur la base. Il faut toujours une certaine résistance. Parce que n'oublions pas que la base et l'émetteur est une diode. Donc si on applique une tension de 5 volts, la diode va brûler. Ok, maintenant, un autre exemple qui est très très intéressant. Ici, je prends un exemple où on a 2 caractéristiques de sortie avec le même transistor, sauf que avec le changement de bêta, tout a changé. Okay? Donc, par exemple, la figure à droite, le point d'opération est à 30 microampères pour le IB. Donc, on a le point Q qui est presque au milieu de la droite de charge statique. Si le bêta change, la droite de charge statique n'a pas changé. Donc, l'intersection de ces droites avec bêta égale à 30 microampères va nous donner un point qui est beaucoup plus proche à la saturation. Donc, on fait un design comme un amplificateur. Si la polarisation n'est pas bien faite, on tombe à un résultat qui est en saturation. C'est ça aussi l'inconvénient, ou la limite de la polarisation avec une seule résistance. Oui, il faut mettre une résistance de stabilisation. Là, il y a un autre sujet qui est important, parce qu'on a pas mal couvert l'analyse AC, l'analyse DC, on a pensé un petit peu à la conception. Qu'est-ce qui arrive pour la réponse fréquentielle? Donc, idéalement, l'amplificateur, on aimerait avoir une amplification sur toute la bande de fréquence de 0 jusqu'à l'infini. En pratique, ceci n'est pas possible parce que premièrement, on va mettre des condensateurs de couplage pour pouvoir alimenter. Et puis, on sait qu'il y a des capacités parasitiques liées au transistor, au montage, au circuit imprimé, etc. Donc, il y a différentes façons d'analyser ce système. C'est qu'il y a des auteurs qui vont faire une analyse d'une façon. Moi, je préfère utiliser l'analyse que Boostad utilise, c'est-à-dire c'est l'approche de superposition. Donc, je prends un exemple. On va mettre le transistor en petit signal, et on va ajouter les capacités qui sont mises en jeu dans le circuit. Par exemple, on a une capacité de la base au collecteur, du collecteur à l'émetteur, et de la base vers l'émetteur. Donc ça, c'est les 3 capacités parasitiques du transistor.
Maintenant, on a aussi des condensateurs de couplage à l'entrée, à la sortie, et peut-être en parallèle avec la résistance RE. Donc on a 6 condensateurs. Les condensateurs entre les trois pattes, en quelque sorte, c'est des capacités fictives dans le modèle. Mais en fin de compte, ce sont des capacités dues au parasitique du transistor. Mais c'est le manufacturier qui va nous identifier quelles sont les grandeurs de ces capacités parasitiques. Maintenant, si on va faire l'analyse au complet, basse fréquence, haute fréquence, on va tomber avec 6 condensateurs. Probablement, il y a des condensateurs qui vont se combiner, mais quand même, ça va être un système de 5 mode probablement. L'ordinateur va traiter facilement cette analyse, mais en tant qu'étudiant, professeur, ça va être très difficile à analyser. Donc, idéalement, il faut penser à utiliser le théorème de superposition en pensant toujours que les capacités de couplage vont affecter les basses fréquences, parce que les valeurs sont très très grandes, et les capacités parasitiques vont affecter les hautes fréquences parce que les valeurs sont très très faibles, les capacités parasitiques. Donc, on va commencer, par exemple, par l'analyse avec des condensateurs de couplage. Là, puisqu'on utilise le théorème de superposition, on va oublier tous les autres condensateurs. Par exemple, on va commencer avec la capacité à l'entrée, le condensateur à l'entrée. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que ce condensateur voit comme résistance. Donc, si on arrive à calculer cette résistance, on trouve la constante de temps. Et à partir de RC, on peut calculer la fréquence de coupure qui est 1 sur 2 pi RC. Donc, là, on fait la même chose sur les 3 condensateurs à l'entrée, à la sortie et le condensateur en parallèle avec la résistance RE. On va trouver 3 fréquences de coupure. Et la fréquence de coupure qui est la plus grande va dominer normalement. Maintenant, pour les basses fréquences, on a la réponse. Pour les hautes fréquences, il y a un petit problème, c'est que on a 2 capacités à l'entrée et à la sortie, mais il y a une capacité qui est de la sortie vers l'entrée. C'est la capacité parasitique entre la base et le collecteur. Et donc, on ne peut pas vraiment associer une constante de temps avec cette capacité-là parce qu'on ne sait pas c'est quoi la résistance que cette capacité voit. Donc, pour cela, on va utiliser le théorème qu'on appelle le théorème de Miller. Donc, le théorème de Miller va faire quoi? Lorsqu'on a un amplificateur avec un condensateur entre l'entrée et la sortie, cette capacité peut être remplacée par 2 capacités à l'entrée et à la sortie, qu'on appelle les capacités de Miller. Et ces capacités-là, on peut les calculer. Donc, vous voyez dans la formule, par exemple, la capacité de Miller à la sortie est égale presque à la capacité de feedback entre l'entrée et la sortie. Et la capacité qu'on appelle la capacité à l'entrée CMI est égale à 1 moins le gain de l'amplificateur multiplié par la capacité de feedback. C'est-à-dire la capacité entre la base et le collecteur. Donc une fois qu'on a séparé ces 2 capacités à l'entrée et à la sortie, donc on a 2 capacités, et on avait déjà 2 capacités entre le collecteur et l'émetteur et la base et l'émetteur. Donc on les combine, donc on va tomber avec 2 capacités seulement, qu'on appelle Miller plus les capacités parasitiques. Donc on a 2 capacités totales à l'entrée et à la sortie, donc on va avoir 2 fréquences de coupure haute fréquence. Donc on va les calculer de la même façon. Et la fréquence qui est la plus petite, ça va être c'est la fréquence de coupure qui va dominer. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Pour les basses fréquences, ça va être la plus haute fréquence qui va dominer. Pour les hautes fréquences, ça va être la plus petite fréquence qui va dominer. Et entre ces 2 fréquences-là, c'est ce qu'on appelle la bande passante. D'accord? Donc, c'est ça la réponse en fréquence. Donc, principalement, n'oublions pas que la bande passante de l'amplificateur est contrôlée par le gain. Si on augmente le gain, la bande passante va commencer à diminuer parce que c'est toujours la même formule. Le gain pour la largeur de bande, le produit est toujours une constante. Et c'est remarquable, par exemple, par rapport à l'ampli-up, on a aussi une coupure pour les basses fréquences. Dans l'ampli-up, on n'avait pas ça. L'ampli-up, c'est essentiellement haute fréquence que... Oui, parce qu'on regardait l'ampli-up en tant qu'un seul composant, mais si on ajoute des composants de couplage sur l'amplificateur, on va quand même avoir le même effet. Oui, si on les ajoute, oui. Tel que ça se présente, il peut très bien fonctionner sans ces capacités à basse fréquence. Bien. Merci.